Et si vos blocages d'aujourd'hui prenaient racine dans une autre vie? Dans cet épisode numéro 9, Annette Courteil nous guide à travers les mémoires de l'âme avec l'hypnose sagesse et partage des anecdotes étonnantes issues de ces séances. J'ai le plaisir de vous la présenter. Elle est également professeure de yoga et co-autrice du livre Faire la paix avec ses vies antérieures, écrit avec Olivia Favre, publié aux éditions Exergue. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Annette. Et salut Lydia. Annette, quel est le lien entre ta pratique de professeur de yoga et de maître praticienne en hypnose sagesse? Alors, c'est à la fois deux pratiques différentes et je suis bien contente aussi d'avoir deux casquettes différentes. Je trouve que ça m'aide énormément pour les deux métiers. Le lien entre les deux, je commençais d'abord en tant que professeur de yoga. J'étais professeur d'anglais, puis à un moment donné, j'ai tranquillement glissé vers le yoga. J'avais de plus en plus de cours, donc à un moment donné, j'ai lâché l'école et les élèves. Ouais. Voilà. Et la discipline, la pratique de yoga, c'est vraiment une discipline pour le corps et l'esprit. À un moment donné, j'ai trouvé avec ma collègue Estelle un lieu qu'on avait vraiment pour nous. Et là, j'ai eu envie de me consacrer complètement à la pratique de yoga, mais aussi autre chose, c'est lâcher mon ancien métier de professeur d'anglais. Et c'est une amie qui m'a demandé pourquoi tu ne fais pas l'hypnose. Elle me disait qu'elle avait vraiment envie de soigner son angoisse, son stress par l'hypnose, mais elle voulait que ça soit moi. Alors c'est ça qui m'a ouvert la porte vers l'hypnose dans un premier temps. Okay. Et je trouve que ma pratique de professeur de yoga m'a permis de plus facilement accéder aux mises en transe, cette partie de l'hypnose, on invite la personne à accéder à un autre niveau de conscience. Dans le yoga, on a ce qu'on appelle le yoga nidra, qui est la relaxation, le sommeil yogique, on va dire, où justement on se met dans cet état modifié de conscience. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc ça, cette technique, je l'avais déjà quand j'ai commencé à me former en hypnose. Donc, je me suis rendu compte que j'arrivais très facilement à mettre les gens dans cet état qu'on appelle transe, qui est vraiment juste un état naturel entre l'état éveillé et le sommeil. Voilà, lorsqu'on est en état éveillé, on vibre au niveau cérébral, au niveau bêta. Lorsqu'on dort, c'est le niveau delta. Et entre les deux, il y a cet espace theta que tout le monde connaît. Donc, c'est vraiment un état naturel, mais où on déconnecte un peu le mental et on peut avoir vraiment un accès très intéressant à nous-mêmes, une reconnexion à soi. Et ça, le yoga m'a vraiment aidé à maîtriser cette étape. Tu parles de professorat de yoga, ça fait combien d'années que tu pratiques? Alors, je pratique depuis que je suis adolescente. Ah oui. Voilà. Alors, j'ai commencé avec des livres parce qu'il n'y avait pas des cours à l'époque quand j'étais au lycée. Mais j'avais déjà un intérêt pour le yoga et je commençais avec un livre à la maison. Après, j'ai trouvé des cours et puis j'ai commencé à me former il y a petite vingtaine d'années. Voilà, oui. On Voilà, peut ça t'appeler remonte, yogi, Annette le yogi. Voilà, et puis le yoga, ça a une place très importante dans ma vie. Oui. D'accord. Oui. Donc aujourd'hui, tu délivres toujours des cours de yoga. Oui. Okay. Est-ce que tu peux former des futurs professeurs de yoga? Non, je n'ai pas choisi d'aller dans cette direction-là. Hein. Vraiment, je propose des cours hebdomadaires. J'ai des personnes aussi qui me suivent depuis très longtemps. Et c'est vraiment cette proposition de pratique pour que les gens soient bien dans leur vie quotidienne. Et comme je disais tout à l'heure, le yoga, c'est vraiment une discipline du corps et de l'esprit. Donc même si dans un cours hebdomadaire, on va surtout se centrer sur les postures, sur les asanas, j'intègre aussi de la respiration dans le pranayama, la relaxation et tout ça. Et je sais que même si je ne le dis pas, qu'au niveau de lâcher prise,
apaisement, reconnexion à soi, Oui. la séance va faire un bien fou aux personnes qui viennent me voir, même s'ils viennent dans un premier temps Pour du se yoga. libérer Ouais. des tensions physiques et tout ça. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, tu fais facilement la passerelle entre tes élèves de yoga et après tes clients d'hypnose. Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Alors évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui viennent dans mes cours qui sont venues aussi faire une séance d'hypnose à un moment donné. Et je pense que ça a un atout parce que du coup, elles me connaissent et il y a cette confiance déjà qui s'est installée. Voilà, donc elles lâchent peut-être prise plus facilement. Après, pour les séances de yoga, c'est vrai que pour les séances d'hypnose, c'est vraiment aussi le bouche à l'oreille qui a fait beaucoup le travail pour moi. Donc, à partir de ces personnes-là qui venaient peut-être dans mes cours de yoga, ben voilà, j'ai vu Ça t'a ouvert cette de... clientèle Oui, pour l'hypnose. ouais, Ça, on reviendra après sur ta casquette d'entrepreneuse. Oui. Donc, je te connais grâce à Olivia Favre, Oui, puisqu'on avait réalisé un premier interview dans le magazine Infinité. oui. Est-ce que tu peux me dire, puisque tu as coécrit le livre Faire la paix avec ses vies antérieures, qu'est-ce qui t'a poussé à coécrire sur la thématique de vie antérieure? Alors, dans un premier temps, Olivia et moi, qui ont fait toutes les formations d'hypnose ensemble, on avait travaillé sur d'autres thématiques, des accompagnements, comme l'accompagnement suite à une séparation, ou des accompagnements aussi par rapport aux problématiques physiques, être bien dans son corps. Et la maison d'édition était intéressée par ce travail, mais qui nous avait proposé d'aller vers un sujet plus spirituel. Et du coup, Olivia a proposé le titre Faire la paix avec ses vies antérieures, parce que c'est une thématique qui remonte souvent lors d'une séance d'hypnose. Et j'étais tout de suite partante pour partir dans cette direction. Justement, l'hypnose, pour parler des vies antérieures, tu utilises l'outil signaling, c'est correct? Oui. Est-ce que tu veux un petit peu présenter aux auditeurs qu'est-ce que c'est le signaling? Et surtout, est-ce que tu as des exemples qui t'ont marqué de consultation? Oui. Alors déjà, le signaling, lorsque une personne vient pour une séance d'hypnose, donc il y a d'abord cette étape mise en transe, après on raconte des histoires, des métaphores pour aider l'inconscient à libérer certaines informations, remonter peut-être tranquillement dans le temps. Et à un moment donné, parce qu'on est à la recherche aussi de l'origine émotionnelle de la problématique de la personne. À un moment donné, on sent qu'on peut communiquer avec l'inconscient. Et c'est parce qu'on appelle le signaling. Alors parfois, ça démarre vraiment tout seul. La personne commence à bouger de manière involontaire. Ça peut être des déglutissements, ça peut être des doigts qui bougent, les yeux qui clignent. J'ai eu aussi à un moment donné un monsieur qui donnait des coups de pied. Alors là, c'était très clair que je pouvais passer en signaling. Voilà, je voyais que là, vraiment, l'inconscient souhaitait s'exprimer. Et lorsqu'on arrive à cette étape-là, on peut commencer tranquillement à poser des questions. Il y a souvent 3 directions essentielles. La première, c'est est-ce que le problématique remonte à un trauma dans cette vie-ci. Donc ça peut être un deuil qui n'a pas été fait, ça peut être un traumatisme de l'enfance, ça peut monter aussi à la vie intra-utérine. Voilà, donc ça va être la première étape. On va chercher un peu, demander est-ce que l'origine se trouve dans votre enfance, etc. Après, il y a la piste des ancêtres, toutes les charges qu'on peut porter des ancêtres. Donc on peut poser la question, est-ce que ça a un lien avec un ancêtre? Est-ce que c'est ça qu'on évoque, le transgénérationnel? Oui, okay. Oui, c'est tout à fait ça. Après, effectivement, on peut partir sur la piste de vie antérieure. Et c'est vrai que nous avons constaté que ça arrive souvent que, par exemple, les phobies ont une origine qui remonterait à une vie antérieure. Donc on pose la question, c'est l'inconscient qui répond, et ça nous ramène alors vers tranquillement ce dont on a besoin de libérer lors de cette séance. Ok. Du coup, est-ce que tu as un exemple ou 2 à nous faire partager qui t'ont vraiment marqué pendant ta carrière là, de praticienne en hypnose?
Ouais. Alors, comme on l'explique dans le Ouais. livre aussi, il y a beaucoup de Oui, cas qui remontent. il y a beaucoup Voilà, il y a d'exemples. beaucoup de Je cas vous dans invite le d'ailleurs à livre. découvrir son livre qui est toujours en vente à la FNAC, chez Amazon et tous les libraires Oui, indépendants. ouais, ouais. Mais elle va nous donner des exemples qui ne sont pas Ouais, cités dans le livre. exactement. Dans le livre, on explique aussi qu'il y a beaucoup de cas, ou beaucoup de traumatismes qui remontent aux deux guerres. Voilà, donc ça, on porte a priori beaucoup de souvenirs de ces moments très, très traumatisants. Pour citer d'autres exemples que les exemples que nous citons dans le livre, j'ai eu là récemment une personne qui est venue me voir qui avait commencé à se former en tant que masseuse avec plein de techniques différentes et elle était tout à fait passionnée de ça, elle avait vraiment envie de pratiquer. Mais à chaque fois qu'elle se trouvait avec une personne à effectuer un massage, il se passait quelque chose de bizarre. Elle perdait un peu les sensations, elle se sentait troublée, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Voilà, donc elle est venue faire une séance d'hypnose pour comprendre ce qui se passait. Et là, à un moment donné, au cours de la séance, ses mains commencent vraiment à trembler. Et là, elle se met à parler. Parfois, ça arrive aussi que les gens s'expriment vraiment. Elle me dit, j'ai fait du mal avec mes mains, j'ai fait du mal avec mes mains. Donc on cherche, on me remonte à une période plutôt Moyen Âge. Et sans trop creuser les questions, parce que je n'ai pas voulu lui faire revivre des choses visiblement très difficiles, on a compris qu'elle a eu un rôle un peu de bourreau à cette période-là. Donc là, j'ai pu tranquillement l'aider à se pardonner. Et c'est vrai que dans ce travail de pardon, qui est souvent vraiment un travail extrêmement libérateur, euh, l'étape la plus difficile, c'est d'arriver à se pardonner à soi ce qu'on a fait de mal dans nos existences. Donc voilà, on a travaillé sur cette étape-là, se pardonner et comprendre que dans les expériences que nous traversons dans ces vies qui se succèdent, dans nos incarnations, nous avons tous parfois vécu des rôles De bourreau. de victimes ou de sauveurs, plus ou moins faciles. Le Voilà. fameux triangle de Karpman. Exactement. Et du coup, est-ce que tu prends après des nouvelles? Il y a un suivi, par exemple, de cette praticienne de massage. Est-ce que tu sais si aujourd'hui, elle masse sans problème? Alors là, cet exemple-là est très récent. Je sais que je vais avoir des nouvelles parce que c'est une personne que j'ai pu chaque fois en séance. Elle était très soulagée, vraiment apaisée après la séance. Elle avait vraiment l'impression d'avoir compris quelque chose et de s'être délestée de ce trouble-là. Ça, c'est très fort parce que, tu vois, là, si on tombe un peu plus dans le domaine de la spiritualité, il y a beaucoup de gens dans cette vie-là qui se lancent dans les soins énergétiques, des soins tels que le Reiki, et qui, à un moment où ils vont réussir à se lancer, quelque chose les bloque, une peur très profonde, jusqu'à en faire des crises d'angoisse la nuit. Est-ce que tu penses que ça, l'hypnose, peut aussi apporter une solution à ces entrepreneurs praticiens qui sentent que c'est leur voie, ils sont faits pour ça, on peut parler aussi de magnétisme. Est-ce que tu penses que c'est une vie antérieure qui se réveille à ce moment-là pour les empêcher de se révéler? C'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle aussi la réactivation. Quand on se trouve à un moment donné dans une situation, dans cette vie-ci, où quelque chose va se réveiller, qui remonte à très loin. Donc effectivement, pour beaucoup de praticiens dans les soins, il peut avoir ça, mais il peut avoir aussi justement cette peur qui peut... J'ai eu des exemples comme ça aussi dans ma pratique, magnétiseur, qui avait peur aussi de vraiment s'ouvrir à ce don alors qu'il sentait vraiment un appel. Et là, on a trouvé, et je pense que c'est souvent le cas, des moments dans des vies antérieures où il avait été dans les soins et il a été considéré comme sorcier ou voilà, où ça a été vraiment mal vu. Oui, c'est la fameuse chasse aux sorcières. Exactement. Donc ça peut être ça, ou là, comme dans le cas de la personne dont je parlais tout à l'heure, que là, on cherche peut-être dans cette vie-ci une sorte de réparation. On a envie de faire du bien avec ses mains parce que ses mains ont fait du mal dans une autre existence. Donc je pense que ça peut vraiment aider, mais dans beaucoup de domaines, à débloquer des choses. Et tu penses qu'il faut un certain nombre de séances ou tu penses que si l'inconscient joue le jeu dès la première séance, ça peut être déjà
très efficace? Ouais. Ou est-ce que, selon toi, de ce que tu as pu constater, il faut plusieurs séances pour arriver à une forme de guérison? Alors, dans certains cas, une séance peut suffire pour vraiment débloquer. Mais souvent, voilà, c'est bien Il y a des de résistances. continuer. Il peut y avoir des résistances, il peut y avoir plusieurs couches aussi. L'inconscient, je dis toujours ça aussi aux personnes qui viennent me voir, votre inconscient, c'est ce qui est bon et utile pour vous aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir traiter dès la première séance. Et là, tranquillement, ça va libérer le terrain pour aller peut-être plus loin. Je laisse toujours les personnes libres. Je dis, laissez passer 3-4 semaines. Après, c'est votre intuition, votre voix intérieure qui va vous dire, ah tiens, je ferai bien une deuxième séance, où il y a, ah, ça va mieux dans tel ou tel domaine, mais il y a encore quelque chose qui me trouble au niveau du sommeil ou autre. Et là, du coup, on peut tranquillement aller de plus en plus loin. Mais c'est aux personnes d'aller à l'écoute de leurs ressentis, de leurs besoins. Mais bon, c'est vrai que... Oui, tu laisses ton client revenir quelques semaines après sur une autre problématique. Est-ce qu'une séance d'hypnose qui se règle sur une thématique précise peut réveiller une autre thématique? C'est possible, voilà, c'est possible. Mais là, c'est l'inconscient aussi qui sait que, maintenant on l'a apaisé, on l'a libéré. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin. Ok. Bon, écoute, très bien. Est-ce que tu voulais nous partager une autre anecdote un peu plus farfelue? Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment surprise. C'est vrai que lorsqu'on commence à pratiquer, c'est là où la formation en hypnose sagesse nous a vraiment apporté énormément à Olivia et à moi. Parce que je pars toujours du principe aussi, quand j'invite la personne à s'installer, je commence à raconter mes histoires, que même si j'ai eu des exemples similaires, je ne sais pas ce qui va se passer. J'essaie vraiment de rester très ouverte. Donc, j'ai eu une personne qui était venue me voir pour des problèmes d'anxiété, de sommeil, et aussi avec son fils qui était assez jeune, qui était très attaché à elle, qui était très, très protecteur et qui avait aussi beaucoup de stress. Et elle se sentait un peu aussi responsable de l'anxiété de son fils. Et à un moment donné, au fil de la séance, et cette étape de signaling dont on parlait tout à l'heure, je demande, est-ce que vous avez connu votre fils dans une autre vie? Alors, la réponse était oui. Donc, je commence à chercher. Je demande, est-ce que c'était un membre de votre famille? C'était plutôt oui, mais ce n'était pas un oui très clair. Alors, j'étais un petit peu cherchée. Est-ce que c'était un homme? Est-ce que c'était une femme? Je n'arrivais pas à trouver la réponse. À un moment donné, je demande, est-ce que c'était un animal? Et là, c'était oui. Alors, c'était vraiment une réaction forte. Oui, c'est ça. Et donc j'ai compris que a priori, son fils était l'incarnation de son chien adoré qu'elle avait eu dans son enfance, dans cette vie-ci, mais un chien qui avait vraiment une importance énorme pour elle. Elle a eu un véritable chagrin lorsque ce chien-là est décédé. Et elle m'avait dit, après la séance, j'avais demandé, je ne sais plus comment il s'appelait, on m'a dit, Miquette, reviens-moi, reviens-moi. Et là, a priori, son fils... serait l'incarnation de cet animal de compagnie qui était très très cher à son cœur. Et aujourd'hui, ce que tu me dis, ça remonte un peu dans le temps. Oui. Tu sais que les tensions se sont apaisées, le Je fils sais va que ça va mieux. beaucoup mieux, que la maman et le garçon aussi, ont vraiment trouvé un apaisement suite au travail. Et tu trouves que c'est assez rare comme situation, une incarnation d'animal dans du Alors, passé? c'est la seule fois que moi, je rencontrais la situation. Peut-être que c'est plus fréquent qu'on l'imagine, mais pour moi, c'est le seul unique cas que j'ai eu. C'est la première fois que j'entends ce cas-là. Oui, c'est assez troublant. Mais oui, comme un animal peut faire partie intégrale d'un membre de sa famille. C'est ça, oui. J'ai entendu dire aussi que lorsque on quitte notre corps et que toutes ces expériences de mort imminent, que les gens racontent fréquemment, qu'ils retrouvent aussi leurs animaux de compagnie. Tout à fait. Et d'ailleurs, là, c'est intéressant qu'on arrive un peu sur les expériences de mort imminente, qu'on retourne un peu sur les vies antérieures. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as vécu
des choses dites subtiles qui t'ont amené justement à développer ta spiritualité? Oui, j'ai vécu tout un éventail d'expériences qui fait aussi que pour moi, ce n'est plus une question de croyance. C'est vraiment, ça fait partie de mon vécu et mes expériences personnelles. Déjà, quand j'étais jeune, j'avais vraiment déjà une spiritualité qui ne trouvait pas trop sa place dans ma famille. Dans ma famille, on était athées. Sauf ma grand-mère qui m'a offert, lorsque j'étais adolescente, un très beau cadeau. Elle m'a offert le livre d'Elisabeth Kübler-Ross qui s'appelle « Le mort est un nouveau soleil ». Et j'ai trouvé ça magnifique parce que lorsqu'on est adolescent, on a peur de mourir, on a peur que nos proches puissent mourir et tout ça. Donc recevoir ce cadeau de ce médecin qui a découvert au cours de sa pratique. Même la courbe du deuil, je crois que c'est elle, la courbe de Kübler-Ross. Oui. Et dans ce livre, elle donne beaucoup d'exemples de personnes qui ont vécu cette expérience de mort imminent, avec tout ce qu'ils racontent. Et ça lui a attisé sa curiosité. Donc elle a vraiment étudié de manière très scientifique, très sérieuse la question. Donc, je trouve que ça donne énormément d'espoir. Donc, déjà, ça, c'était une première ouverture pour moi. Après, j'ai eu un ami, un collègue, quand j'étais jeune aussi, qui avait vécu lui-même une expérience de mort imminent suite à une tentative de suicide où on lui avait dit aussi, c'est pas ton heure, tu as encore des choses à vivre. Et il a pu me raconter des choses que j'avais lues dans le livre. Après, j'ai vécu moi-même aussi ce qu'on appelle maintenant les VSCD, des vécus spontanés de contact avec les défunts. Parce que les psychiatres commencent vraiment aussi à s'ouvrir à ces questions maintenant, moment éminent. C'est vrai qu'on ne range plus ça dans la catégorie hallucination, dysfonction. Il y a assez de reportages sur le sujet. Voilà. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle des vécus spontanés de contact avec le défunt. Et là, ma grand-mère, celle qui m'avait offert le livre, j'étais à ses côtés lorsqu'elle est décédée et je lui ai dit comme ça aussi, ça serait sympa que tu reviennes me voir. Ce qu'elle a fait. Donc, quelques mois après, j'étais à la maison avec ma fille qui était petite. Mon mari était parti en déplacement pour le travail. Et je m'installe le soir dans le canapé avec une tasse de thé, là. Et là, hop, dans le fauteuil face à moi, une silhouette lumineuse. J'ai tout de suite su que c'était ma grand-mère. Alors, je lui ai parlé par les pensées. Je lui ai dit, c'est toi, grand-mère. J'ai eu une bouffée d'amour. Pas toute, c'était ma grand-mère, elle était là. Très émue, ça a duré juste quelques instants. Et puis, la silhouette a redisparu. J'allume la télé et je tombe sur une émission avec Elisabeth Kübler-Ross. Incroyable. J'étais vraiment très, très touchée, émue et troublée. J'avoue que j'ai eu beaucoup du mal à dormir. Et dans ma tête, je disais à ma grand-mère, c'était vraiment très chouette. Mais une fois, ça suffit. Parce que ça m'avait aussi un petit peu fait peur. C'est arrivé une autre fois, des dizaines d'années plus tard, où c'était un grand-père qui est venu me voir. J'étais en train de touiller la sauce dans la cuisine. Et puis, silhouette lumineuse, là, je l'ai pris avec beaucoup plus de sérénité. Et elle était juste venue aussi comme ça nous transmettre un message d'amour. Ça a juste duré quelques secondes. Et je sais maintenant alors qu'on appelle ça. Ça c'est magnifique. Est-ce que pour ton grand-père, c'est ça C'était pas mon grand-père, c'est le grand-père de mon mari. D'accord. Tu l'avais appelé, manifesté? Non, j'étais venu chez mes beaux-parents. J'étais dans la cuisine en train de touiller le beurre blanc. Et il est apparu là comme ça derrière moi. Il m'a transmis juste ce message-là d'amour. Il a redisparu. Et j'ai rien dit à la famille quand j'ai ramené la sauce. Je ne suis pas allée dire, oh tiens, j'ai vu Pépé dans la cuisine. J'ai gardé ça pour moi. Oui, mais là, qu'est-ce qu'il y a dans la sauce quand même. Voilà. Mais là, j'ai vraiment pu le recevoir avec beaucoup de gratitude et de sérénité. Ça, c'est magnifique. Et ça t'arrive encore ou c'est assez rare comme événement? Alors, ça reste les deux cas comme ça, vraiment, où j'ai vu une silhouette lumineuse. Ce qui arrive assez fréquemment, c'est lors des séances d'hypnose, je sens la présence d'un être cher de la personne qui est avec moi. Je ne le vois pas, je ne suis pas médium,
je sens la présence. C'est souvent, pas sûr, mais c'est souvent comme si on me pince l'épaule. Ok. Voilà, et je me dis, ok, alors je ne sais pas qui c'est, je dis, ok, je sens que tu es là, je sais que tu es là, je vais poser la question à un moment donné. Et puis, à un moment donné, au cours de la séance, je pose la question, est-ce qu'il y a un deuil, est-ce qu'il y a une personne à retrouver et voilà. Et comme ça, par le signaling, je vais comprendre quelle est cette présence. Est-ce que tu penses que, du coup, nos ancêtres viennent à ce moment-là pour t'apporter du soutien supplémentaire pendant la thérapie? Ou est-ce que c'est pour accompagner ces membres de cette famille qui est encore vivant? Comment t'expliques qu'ils se manifestent pendant une séance d'hypnose? Alors, ce que je ressens, c'est vraiment qu'ils se manifestent parce que il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Parce que peut-être la personne a du mal à faire le deuil ou parce qu'ils ont quelque chose à échanger. Et du coup, au cours de la séance, j'invite comme une rencontre. Vous pouvez imaginer que vous vous retrouvez, que vous pouvez dire ce que vous avez besoin, vous dire et tout ça. Donc, c'est souvent des moments très émouvants et c'est vraiment un soulagement, quelque chose de beau. On revient sur le sujet du pardon. Oui. C'est ce que tu disais au début. Oui, voilà. Le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même. Oui. Des fois, on a plus de facilité à pardonner à un ancien bourreau. Voilà. Alors, parfois, par exemple, pour certaines personnes, j'ai eu le cas aussi suite à la période très étrange de Covid qu'on a vécu, qui n'ont pas pu accompagner leurs êtres chers en famille. Donc ça peut, du coup, la séance d'hypnose peut permettre à apaiser tout ça et à comprendre que l'amour est là et que voilà, on peut lâcher prise, avancer. Ouais. Ça, c'est super. Écoute, on arrive à la fin du podcast. Ouais. Donc, j'ai l'habitude de poser une dernière question et après évoquer ton actualité. Donc, on a bien compris que la spiritualité était non pas une croyance, mais vraiment une philosophie de vie dans ta vie. Comment, toi, tu gères ta vie d'entrepreneuse? Parce que tu as été prof, comme Olivia d'ailleurs. Oui. Après, tu as basculé dans professeur de yoga, l'hypnose, maintenant tu es aussi auteur. Comment tu arrives à jongler avec toutes ces casquettes? Alors, pour moi, ça donne un équilibre. C'est un peu comme tenir debout sur ses deux jambes. On m'avait dit, ça c'est un astrologue, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai utilisé mon premier salaire pour me payer l'horoscope d'un astrologue avec une belle réputation au Danemark. Elle m'a dit, est-ce que tu sais que tu auras un métier spirituel? Je le savais quelque part, mais elle me dit, ça va être tard dans la vie. Voilà. Ça va tranquillement se mettre en place, mais ça va être plus tard dans la vie. Donc j'avais un peu ça dans un coin de la tête. Donc j'ai fait une profession tout à fait classique, professeur d'anglais. Et tranquillement, je basculais vers ce métier beaucoup plus spirituel. Qui a commencé grâce à ta grand-mère avec ce livre. Voilà. Donc là, la moitié de ma semaine, je donne mes cours de yoga et j'ai mes journées qui sont donc consacrées aux séances d'hypnose. Et pour moi, ça crée vraiment un équilibre. Déjà par rapport au yoga, donc les gens s'inscrivent pour l'année. Donc par rapport à ça, j'ai un salaire fixe. Donc je sais que je suis tranquille. Pour moi, ça me donne vraiment une sérénité. Je n'ai pas besoin d'accumuler les séances d'hypnose. Je peux vraiment laisser venir les gens vers moi. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de très confortable, de ne pas en faire un métier dont je dois absolument vivre, je dois absolument trouver des personnes et tout ça. Il n'y a pas de pression. Voilà, il n'y a pas de pression. Est-ce que là, on peut évoquer ton abondance naturelle? Parce que tu as pas mal de signes aussi de synchronicité. Est-ce que ça, c'est ton abondance qui vient à toi, tout simplement? Tu donnes, tu reçois. Tu sais que tu as cette sécurité financière par tes cours de yoga. Donc, tout le reste, c'est que de l'abondance naturelle. Oui, je pense qu'on peut voir ça comme ça. C'est vraiment rentrer dans une fluidité où on peut se libérer aussi de la pression qu'on peut se mettre si vraiment on essaye de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, si j'avais un conseil à donner aux personnes qui ont, par exemple, un don de magnétisme ou autre, et qui ont envie vraiment aussi de mettre au profit ce don,
que c'est toujours bien, je pense, d'avoir aussi un autre métier à côté qui peut être lié, qui peut être complètement différent, mais qui permet un peu aussi de garder un bon ancrage et une sécurité qui fait qu'ils peuvent vraiment pratiquer dans la fluidité et dans ces données recevoir c'est très important. naturelles. Ouais. Ça, c'est un très bon conseil parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui hésitent à se lancer, qui se disent est-ce que je peux avoir un CDI et être entrepreneur à côté? Est-ce que je peux avoir un métier complètement différent de ma pratique? La réponse, elle est oui, tant qu'on trouve son propre équilibre. C'est ça. Donc ça, c'est un très bon conseil. En termes d'actu, on va un peu spoiler. Il me semble que tu es en train de créer une collection avec Olivia Fabre. Justement, il y a un livre numéro 2 qui arrive. Est-ce que tu veux un tout petit peu en parler? Oui, on va spoiler un peu. Un tout petit peu. Donc, on a pris vraiment énormément de plaisir à écrire, à faire la paix avec Sylvie Hontailleur. Et on continue ce concept où il y a beaucoup de cas vraiment de notre pratique, de notre expérience. Avec des explications aussi, comment nous, on explique ces phénomènes. Et là, ce qu'on a envie, ce qu'on est en train de préparer aussi, c'est faire la paix avec son corps. Peut-être que ça sera faire la paix avec ses corps, parce qu'on n'a pas que le corps physique. Voilà. Plusieurs couches. Voilà, donc tous les troubles qu'on peut avoir, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur corps, il y a beaucoup de personnes qui veulent mincir ou qui ont des eczémas ou d'autres toutes les maladies troubles. de peau. Voilà, voilà. Des migraines, etc. Donc, essayer déjà de comprendre qu'est-ce que notre corps essaie de nous dire à travers ces mots et comment est-ce qu'on peut s'en libérer. C'est super. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours un lien avec l'hypnose ou pas du tout? Oui, il y aura aussi, comme dans Faire la paix avec Sylvie Hontailleur, des séances d'auto-hypnose avec QR code pour pouvoir tout simplement prendre les choses en main soi-même. Parce que de toute façon, dans notre pratique d'hypnose, nous accompagnons les gens vers leur propre guérison. Et c'est toujours les personnes qui se guérissent. Nous, on est juste là pour faciliter, pour aider, pour accompagner, pour inviter l'inconscient à libérer ce qui a besoin de l'être. Mais c'est toujours la personne qui est l'acteur de sa guérison. Oui. Ça, c'est très important de rappeler la responsabilité du client. On ne parle pas de patient ici. Et que vous n'êtes pas des guérisseurs, vous êtes un outil, un instrument. Voilà. Mais la personne, Donc ça, c'est très bien de le rappeler. Donc si vous l'avez bien compris, il y a une actualité, mais Annette et Olivia sont en train d'écrire, donc tout ça en construction, et ça sera le numéro 2. Et aujourd'hui, vous pouvez vous procurer le numéro 1. Voilà. Merci beaucoup Annette, on arrive à la fin du podcast. Merci, vous retrouverez toutes les infos, ton site web, ton Instagram, ton Facebook, j'imagine. Voilà, s'il y a d'autres liens. On a parlé du pack séparation. Je le mettrai également dans le descriptif. Le pack séparation, on retrouve, il me semble, des PDF, des vidéos de yoga. C'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve également dans ce pack? Il y a aussi des exercices symboliques, des démarches symboliques à faire, des séances d'auto-hypnose aussi. Voilà. Et c'est vraiment lié à la thématique de séparation pour ceux qui se séparent dans leur couple. Mais est-ce que ça n'évoque que les couples, ce pack de séparation? Non, ça peut aussi accompagner un deuil. Voilà. Bon, voilà. Donc, vous retrouverez tout ça dans le descriptif du podcast. Merci Annette. Merci.